Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Animé par Ludovic Gavard. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes chers auditeurs, ravi de vous retrouver ce soir pour une émission spéciale mondiale, bien entendu. Forcément, on reviendra sur le mondial espagnol avec une grosse page équipe de France, avec nos spécialistes. On va décortiquer le match d'hier face à l'Islande. On va se projeter aussi également un peu dans cette compétition, essayer de répondre à la question suivante. Les Bleus peuvent-ils remporter une 5e étoile, chose qu'aucune autre équipe n'a fait? Les experts peuvent-ils devenir des immortels? On va poser la question à Michael Ies, pardon, j'avais juré de le dire, et de Benoît Perabou. Et Stan, forcément, on va parler également des adversaires potentiels de l'équipe de France, la Croatie qui devrait sûrement être le prochain justement adversaire des quarts, mais aussi le Danemark, l'Espagne qui fait figure de favori. On va vous décortiquer le mondial vraiment comme personne. Vous entendrez les réactions de nos experts juste après la fin du match contre l'Islande. En exclu pour Andé, il y a Lucas Malo, il y a Daniel Narcisse, il y a Didier Dinard, Onesta. Donc ça, c'est bien juste après le match. On enchaînera aussi avec une petite interview, celle de Benoît Perabou, qui va nous parler de sa situation du côté de Tremblay et nous fera une petite confession. Restez vraiment à l'écoute et ça sera bientôt. Et pour finir, forcément, la Pro D2, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on jouait ce week-end la 14e journée. Vous saurez tout sur ce qui se passe avec l'excellent Sébastien Mangin. Ce soir, l'équipe sera au gros complet avec le retour de Michael Ies. Bonsoir Mika, ravi de ton retour. Je peux te dire que tu as bien manqué pour pas mal d'auditeurs. C'est gentil, salut à tous et puis meilleurs vœux à tout le monde puisque j'ai pas encore eu l'occasion de vous les souhaiter. Et puis Benoît Perabou, toujours fidèle au poste et toujours dispo. Bonsoir Benoît, comment vas-tu? Ça va très bien, bonsoir à toutes et à tous. Et puis Stan, la voix de liberté pour les auditeurs tous les mercredis à partir de 20h. Stan Aguilar, salut Stan. Bonsoir à tous et à toutes. Allez, on va commencer par ce mondial qui nous fait tant rêver. Et l'équipe de France nous fait aussi un peu peur. Justement, avant de parler de ce match d'hier, on va demander quand même l'avis à Michael Ies sur un peu tout ce qui s'est passé depuis le mondial, parce qu'on n'a pas eu ton retour pour les auditeurs. Alors, comment tu trouves cette équipe de France? Sans parler du match d'hier, mais depuis les phases de poule. Bah écoute, je la trouvais plutôt en place. On s'était fait un petit peu peur face à l'équipe de Tunisie, mais on a vu qu'au final, c'est peut-être juste la Tunisie qui était un peu au-dessus de tout le monde dans cette poule. Quand ils jouent bien, bien sûr, parce qu'ils ont des hauts comme des très bas. Après, je les ai trouvés plutôt corrects sur le reste de la phase de poule. C'est sûr que ça a un peu calé face à l'Allemagne, mais j'avais pas vu cette équipe d'Allemagne jouer comme ça depuis très longtemps, même si on a mis le point sur une passivité un peu défensive. J'ai trouvé l'équipe d'Allemagne très en réussite et avec un jeu bien léché en attaque et toujours une défense aussi agressive avec une 6-0 qui bouge beaucoup. Donc finalement, j'étais assez satisfait. Alors, je viens de lire une interview de Daniel Costantini sur On Planet qui dit qu'on va manquer de rotation. Ouais. Je suis un peu d'accord avec lui. C'est vrai que on n'utilise pas beaucoup les jeunes joueurs qu'on a fait venir. Donc encore une fois, on se pose un peu la question de ces choix. Quitte à faire venir des gens, il faut qu'ils soient utiles. On a 16 joueurs à sélectionner. Je pense qu'en France, on a ce qu'il faut pour avoir 16 joueurs qui soient aptes à jouer dans ce genre de compétition. Maintenant, on a dit qu'on parlait pas du quart, du 8e, tu m'as dit. On va enchaîner. Donc, tu peux même enchaîner. Est-ce que l'équipe de France t'a paru? Alors, on t'a pas parlé de l'échec de l'Allemagne. Hier, ça a été dur. Est-ce que c'est l'équipe de France qui est moins bonne, ou alors c'est les équipes en face comme l'Allemagne et l'Islande qui ont vraiment haussé leur niveau de jeu et qui ont joué un peu le match de leur vie? Non, je pense qu'ils ont eu une bonne analyse en fin de match, les spécialistes de Canal+. Je pense que on est quand même un temps en dessous en termes défensifs. On se rappelle qu'à la belle époque où on avait cette fameuse 5-1 homme à homme,
c'était vraiment très difficile pour les équipes adverses de pouvoir se lancer, de pouvoir trouver des situations de shoot confortables. Maintenant, avec cette défense 6-0, un peu moins agressive, un peu plus basse, on voit que des joueurs comme Paul Marson, des joueurs qui ont beaucoup de bras, et il y en a beaucoup dans ces équipes nationales, arrivent un peu à trouver les brèches dans cette défense. Donc forcément, ça va peut-être nous porter un peu préjudice. On va voir ce que ça va donner en quart contre les Croates, parce que c'est une équipe avec beaucoup de tireurs. Copillard, on l'a vu en championnat, quand il y a une défense basse, il est vraiment très difficile à jouer. De l'autre côté, Laskovic, Djouvniak, c'est des joueurs qui ont beaucoup de tirs de loin aussi. Donc ça peut ça peut nous mettre en difficulté si on n'arrive pas à les arrêter avec cette 6-0 et si on n'a pas l'alternative d'une défense un peu plus étagée. Alors normalement, hein, la Croatie en quart, hein, enfin on voit pas comment la Croatie ne peut pas battre la Biélorussie non plus. Benoît, justement, face à cette équipe d'Irlande, on a vu d'excellents... d'Islande, pardon, d'Islande. On a vu d'excellents joueurs sortir un peu du lot, hein, notamment. Tu reviendras aussi, Mika, parce que tu n'en as pas parlé de l'excellent mondial que nous fait Nico Karabatic. Mais derrière, on a l'impression quand même que d'une part, et ça je suis tout à fait d'accord avec notre envoyé spécial Brice, hein, qui sera peut-être avec nous, là il est en plein le match Pologne-Hongrie, donc il prépare, il sera avec nous tout à l'heure, mais il a fait un petit papier en disant que Comeyer n'est pour l'instant, mis à part le match contre le Brésil, n'est pas à son niveau. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah, Tout à fait d'accord. C'est toujours à moi que tu poses la question, je bah crois que non, c'était à Benoît. c'était à Non, Benoît. je crois que c'était à Benoît, ouais. Ouais, Je suis avec vous. alors Benoît. Non, ouais, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, je l'ai dit aussi dans une récente interview. Je pense que pour être champion du monde, il nous faut un gardien d'un niveau international. Donc Thierry Omeyer l'a eu à certains moments, dans certaines échéances. En l'occurrence, pour l'instant, c'est un peu difficile pour lui. Il manque de constance et de ce petit déclic qui pourrait justement permettre à la France de pouvoir se mettre à l'abri plus tôt. Parce que Ouais. Alors je je pense que rappelle, contre l'Islande, franchement, sur le papier, c'était vraiment quand même bien en dessous de nous. Quand on prend le set majeur de l'Islande, intrinsèquement, il n'y a pas un joueur qui est du calibre des joueurs français, même Palmarsson qui est un très grand joueur et qui est excellent sur ce mondial, en comparaison avec Karabatic, voilà, c'est du même genre, mais sinon le reste est quand même bien un ton en dessous. Le gardien, peut-être, a des performances comparables aux meilleurs, sinon à tous les postes, les joueurs français ont largement le niveau supérieur. Donc, 9 sur 31, Benoît. 9 sur 31 pour Omeyer, c'est pas des ouais. stats très glorieuses quand même. Non, c'est clair, mais voilà, je pense que on aurait largement pu se mettre à l'abri plus tôt, en étant un peu plus sérieux, tant sur le plan défensif que dans la relation défense gardien de but. Et si ça avait fonctionné comme ça aurait dû être le cas, on aurait largement pu se mettre à l'abri plus tôt et peut-être justement permettre des rotations plus faciles et mettre les joueurs dans un contexte un peu plus facile pour aider l'équipe, ce qui n'a pas été le cas sur ce match. Bah, on va écouter. Est-ce qu'il se repose pas aussi un peu sur Karabatic, parce que j'ai l'impression que si Karabatic il est un petit peu moins bien, c'est quand même beaucoup plus compliqué là. Ça devient problématique à un moment donné même. Ouais, mais c'était pas le cas quand même depuis quand même Karabatic, c'est très important, mais il y a quand même Daniel Narcisse qui est actuellement le meilleur joueur du monde, donc il devrait pas non plus se faire prier pour rapporter. On sait la puissance de feu qu'est capable d'amener un William Cambrai. Jérôme Fernandez est toujours quand même très utile, même si depuis le début du championnat du monde, il a un rôle un peu différent et il est peut-être un peu plus en difficulté. Mais Bah, justement, on va écouter hein, William Cambrai, c'était au micro de Brice Barbotin et c'était hier, juste après la victoire en huitième. Allez, on écoute tout de suite William Cambrai.
À un moment donné, si on veut être champion du monde, si une équipe veut être championne du monde, elle doit prouver qu'elle est la meilleure. Donc si elle veut prouver qu'elle est la meilleure, peu importe qui elle joue, à un moment donné, il faut battre les grosses équipes. Alors que ça soit sur un quart ou une demi ou un autre match, je pense que peu importe. Je pense que les Croates n'ont pas peur de nous. Ils savent notre potentiel, mais ils savent aussi le leur. Donc de toute façon, ça sera un match engagé. Je pense qu'aucune des équipes n'a vraiment peur de l'autre, mais les deux savent le potentiel qu'ils risquent de rencontrer en face. Le mot qu'on pourrait utiliser pour conclure, d'être rassuré. Pas rassuré, mais disons que ça fait une petite bouffée d'air par rapport à ce qu'on pouvait penser sur nos dernières sorties où on disait on jouait pas forcément ensemble, que c'était pas l'équipe de France qu'on avait vue un peu sur les Jeux Olympiques par exemple. Mais là, je pense qu'on a montré à tout le monde qu'on était capable quand même de produire du jeu et d'en vouloir encore. Alors, la question qu'on peut se poser, Mika, est-ce que l'équipe de France est à son niveau ou est-ce qu'elle tâtonne encore pour trouver justement son niveau? Ouais, elle tâtonne un peu. C'est vrai qu'il y a certains joueurs qui sont pas à leur niveau habituel. Daniel Narcisse, même si ça reste correct, et pas flamboyant comme il peut l'être certaines fois. On manque de côté droit aussi. C'est vrai que Baraché a beaucoup moins de temps de jeu, beaucoup moins de responsabilités à Madrid, et c'est vrai que ça se ressent un peu dans son jeu. Il est un peu moins serein, il pèse beaucoup moins, surtout en attaque, parce qu'en défense ça reste quand même plus que correct. Maintenant, c'est vrai qu'à l'aile gauche, je trouve ça monstrueux en ce moment. Bon, bah, je pense que tout le monde est d'accord, hein. Il y a vraiment une paire d'ailiers et Roubia apporte vraiment beaucoup à cette équipe. Mais sinon, c'est sûr qu'on attend un petit peu plus. Bon, maintenant, ils gagnent les matchs, donc on va pas chipoter, comme disait Onesta dans son interview. On va pas faire la fine bouche sur un match complet comme ça. +2, c'est suffisant. Alors, après, c'est pour battre des équipes plus huppées, mais je pense qu'ils ont les ressources pour justement se dire entre eux que ça n'a pas été exceptionnel et essayer d'encore élever leur niveau de jeu au fur et à mesure de la compétition. Alors, sur le chat, Norman nous dit une équipe vieillissante, Omeyer, Dinard, Fernandez commence à éprouver les pires difficultés pour ce mondial, ça va le faire, mais après, ça risque d'être très très juste. D'accord avec ça, Stan? Bah, pour Fernandez, à la rigueur, il n'a pas trop de temps de jeu, donc on peut pas trop non plus juger. Ce qui est sûr, c'est que dès qu'on fait appel à lui, il est présent, donc c'est l'essentiel. Après, il y a peut-être de la fatigue, l'usure, je sais pas. Ça fait longtemps est-ce qu'ils sont encore motivés, enfin, je sais pas. C'est peut-être de l'usure. C'est vrai qu'il aurait peut-être remplacé des joueurs, faire rentrer d'autres, mais apparemment, c'est pas encore dans les optiques de Claude Onesta, donc je sais pas, ouais, c'est peut-être de la fatigue ou de l'usure, je sais pas. Alors Benoît, je voudrais revenir un peu sur le cas de Jérôme Fernandez. On l'a eu la semaine dernière. Là, il est rentré contre l'Islande. Il a vraiment, il n'a pas été transparent. Ça serait méchant de dire ça, mais il a vraiment pas été à son niveau. Est-ce que c'est quoi? C'est du manque de temps de jeu, manque de rythme. On sait qu'il avait été blessé, notamment à la main. Est-ce que c'est ça qui lui manque, ou alors le fait d'être remplaçant peut-être le titille un peu, quoi? En même temps, là, il a quand même pas été mis dans les meilleures conditions parce qu'il a joué quand même à droite. C'est vrai. Donc sur un poste où il est capable de jouer, mais c'est vrai que dans la situation actuelle et vu ses premières performances durant ces matchs de poule, c'est quand même pas la meilleure façon de retrouver de la confiance. Après, est-ce que c'est un manque de rythme? Je ne sais pas. Je pense quand même qu'il sera utile parce que c'est un joueur qui a énormément de ballons et qui est capable au moins de ne pas les perdre, peut-être pas d'être toujours décisif, mais au moins de ne pas perdre les ballons quand ils sont lourds. À un moment, il faut aussi des joueurs comme ça de métier qui soient capables d'être un peu plus, on va dire, réfléchis, peut-être aller chercher une petite faute, peut-être retrouver une petite relation fine. Voilà, donc il aura certainement encore son mot à dire. Maintenant,
sûr qu'on peut pas nier quand même que depuis le début de la compétition, il est quand même en dessous du niveau auquel on l'attend. Mais voilà, il a changé de statut aussi. Ouais, voilà. Et lui-même le reconnaissait. Il est devenu peut-être un remplaçant de luxe. Donc peut-être que malgré tout, son approche est différente lors des matchs. Le fait de se retrouver dans un statut un peu différent. Je sais que c'est tout simple, mais quand on est titulaire ou quand on est remplaçant, pour moi, je sais que ma préparation n'est pas la même. On a quand même tout de suite à l'idée qu'on va être décisif sur le terrain et donc on a moins de temps pour se préparer ou on est tout de suite concerné. Donc peut-être que lui a aussi du mal à avoir ce statut qui a changé, justement le fait de pouvoir être décisif dès qu'il va rentrer. Il était peut-être plus sur un rôle où il avait acquis quand même un certain statut et qui pouvait prendre son temps pour se mettre dans le rythme, être utilisé sur des temps de jeu assez importants. Et donc du coup, là, on lui demande autre chose. Il faut rentrer quand c'est un peu chaud, il faut être décisif, il faut être capable de jouer à gauche, à droite. Donc aussi psychologiquement, c'est différent. Donc peut-être tous ces petits ajustements le perturbe un peu psychologiquement et du coup l'empêche d'avoir un rendement qui devrait être le sien. Mais pour revenir un peu sur ce que disait Stan, je pense pas qu'il y ait d'usure. L'usure, j'y crois pas du tout, surtout quand on est lancé comme ça dans une compétition. Et les connaissant au meilleur le principal compétiteur de cette équipe-là, je pense qu'il doit vraiment mal dormir en ce moment par rapport à ses performances individuelles. Donc j'espère pour lui qu'il va revenir à son niveau, mais mentalement, je pense que ces joueurs-là sont tous des machines de guerre pour aller jusqu'au bout avec cette équipe de France. Bah alors on va continuer dans ton sens, excuse-moi, Dusa, c'est que pour la plupart, ça risque d'être la dernière compétition, donc j'imagine qu'ils ont tous envie de finir sur une bonne note après tout ce qu'ils ont fait et la carrière qu'ils ont eue. Ouais, effectivement, peut-être aussi une sorte de pression. On va écouter Jérôme Fernandez justement, pareil, au micro de Brice Barbotin à l'issue du match France-Islande. Et après, on écoutera Didier Dinard qui nous donne peut-être une indication sur les mots MAUX de l'équipe de France face à l'Islande. Et écoutez, ça vaut vraiment le coup de l'écouter. Allez, on écoute tout de suite Jérôme Fernandez. Le ventre des matchs éliminatoires. Je veux dire, c'est cette boule qui est toujours présente au niveau de l'estomac et je crois qu'aujourd'hui on avait envie de faire un gros match. On a donné beaucoup, on a laissé beaucoup d'énergie et on a réussi à battre une belle équipe d'Islande qui elle avait eu, je le répète, une poule difficile et qui était déjà bien rodée. Et je pense qu'ils ont mieux joué que nous aujourd'hui, mais on a réussi à renverser la tendance en deuxième mi-temps et je pense que on a réussi à se qualifier, ce qui est le principal. Nous on a vu quelques matchs de la Croatie sur leur match de... Voilà, là ça avait changé déjà de personnes. Donc Jérôme Fernandez qui dit que l'Islande a été meilleure que l'équipe de France et l'expérience a gagné. Je crois qu'il y a Brice qui va pas tarder à nous rejoindre. Surtout il a dit qu'ils avaient une poule plus relevée, donc ils étaient un peu plus dans le bas. Est-ce que ça vient réellement des poules? Parce que je trouve que la poule des Français... au contraire, pour se mettre en jambes et arriver à point, je pense que c'était la bonne poule aussi. Mika, Ben? Non. Ah, messieurs? Je les ai scotchés. Hein. Non, mais si oui, il s'avère que la poule, malgré tout, de la France n'est pas si ridicule que ça, parce qu'on a vu les Brésiliens tenir tête aux Russes. C'est vrai. La Tunisie, c'est un peu fait. Je pense qu'en plus c'est ce qu'il fallait parce que on est un peu diesel avec l'âge là, on devient un peu des diesels et on est un peu long à se mettre dans les compétitions. Donc on l'a vu à l'Euro, au dernier Euro, quand on a des confrontations trop rapidement de très haut niveau, on n'arrive pas à être forcément présent. Donc c'est pas plus mal d'y aller crescendo et d'avoir des oppositions qui augmentent avec les joueurs. Là, je pense qu'on est parti sur... Allez, on a tout de suite Brice qui est en direct du match de Nagano. de Pologne, Hongrie.
Bon, Non, c'est encore Slovénie-Égypte en ce moment. Ah, Slovénie-Égypte. Alors, l'évolution du score déjà, Brice. Alors ça fait 27-24 pour les Slovènes, il reste 8 minutes à jouer et les Égyptiens ont un joueur de moins puisque le numéro 90 vient de se faire expulser pour 2 minutes. Alors comment tu trouves cette équipe un peu de l'équipe? On va parler de l'équipe de France forcément parce que tu les as suivis tous les matchs. Après le match face à l'Islande, j'imagine qu'il y avait de la satisfaction, Brice. Ouais, majoritairement surtout la satisfaction d'être passé, même si quelques-uns joué 7 fois 7 heures, mais surtout la satisfaction d'être passé et d'avoir fait le travail, d'avoir fait le boulot, et maintenant l'équipe monte en régime et puis pour affronter les plus gros concurrents dans ce championnat du monde. Alors Brice, c'est vrai que c'est un peu la fête du côté de l'Espagne. Prochain match, ça sera sûrement face à la Croatie. As-tu l'occasion de voir un peu la Croatie évoluer? Pour être honnête avec vous, pas beaucoup, parce que à Granollers on avait beaucoup de matchs à faire, donc même s'ils diffusaient les matchs des autres groupes, pendant une mi-temps ou alors entre deux matchs, quelques petits coup d'œil comme ça, et sinon là depuis la phase éliminatoire tout se passe à Barcelone, donc on n'a pas trop le temps de voir les autres matchs, je m'excuse. Alors Brice, on va te laisser suivre ton match et puis t'hésites pas on a un problème. Si t'as des... Ouais Brice, tu m'entends? Tout ça. Ouais, je ne vous entends plus, là je perds... Voilà. Houston, on a un problème. Voilà, des petits soucis c'est du direct, donc Brice, si ça se calme un peu, et il y aura quelques peut-être d'interviews après match. Si vous êtes slovène ou égyptien, vous comprenez forcément les langues un peu. Non, mais Brice, c'est un bon traducteur. Donc, s'il y a des interviews après match, pourquoi pas. Donc, l'équipe de France soulagée. Et justement, on parlait tout à l'heure de Didier Dinard. C'est vrai que on va attendre la fin du match, comme nous dit Benoît. Tout à l'heure, je vous disais que Didier Dinard avait un peu donné son avis sur les mots MAUX. Il a un peu chambré d'ailleurs Brice, et on l'écoute tout de suite parce que on l'aime quand Didier Dinard il fait un peu justement un son Didier Dinard. Il n'y a que lui qui peut le faire, et c'était au micro de Brice. On l'écoute tout de suite. Qu'est-ce que vous avez fait de mieux au niveau défensif que vous n'avez pas fait contre l'Allemagne? Je pense qu'aujourd'hui c'était un match surtout avec l'envie, même si ça n'a pas été brillant. Je pense que quand on a un état de forme qui n'est pas forcément rodé, il faut surtout savoir gagner les matchs, même si c'est d'une façon un peu médiocre. Donc à l'arrivée, l'envie était, la combativité y était, et c'est ce qui a fait la différence contre l'Islande. Mais je pense qu'en fin de match, il y a eu un péché technique, parce que quand on joue avec 3 droitiers sur la base arrière, dès qu'il y a une rentrée de joueurs, il faut toujours prendre l'arrière gauche, quoi. Comme ça leur oblige à fermer le jeu sur l'arrière droit, du côté droit, avec des droitiers à droite. Mais bon, ça c'est du technique. Ça c'est pas pour vous aimez les conneries, non? Victoire un peu en demi-teinte, est-ce que ça suffira contre un adversaire très supérieur en quart de finale? Oui, je pense que la Croatie en ce moment a montré un très beau jeu. Mais bon, nous aussi on a l'habitude de ce genre de confrontation, et puis à nous de faire le nécessaire afin d'essayer d'accéder aux demi-finales. Je pense que les choses sont en place. Après, il suffit que la mayonnaise prenne un petit peu et que l'état d'esprit soit sur un match comme ça. Donc c'est pas sur un plan technique, c'est surtout sur un plan de la combativité, de l'envie, parce que je pense qu'avec la qualité qu'il y a dans le groupe, normalement ça doit pouvoir suffire si tout le monde est individuellement présent. Voilà. Alors, 2 petites choses quand même importantes dans cette interview. La première, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est quand Didier Dinard dit que ça ne serait pas sur un plan technique, mais un plan plutôt collectif et dans la tête. Ouais. Voilà, dans la tête. Alors que moi j'ai trouvé franchement face à l'Islande des joueurs vraiment combatifs et à avoir la pêche. Et puis 3 droitiers sur la base arrière, faut prendre le gaucher. Enfin voilà, vous allez peut-être pouvoir nous en dire plus de ce qui s'est passé comme déchet technique d'après Didier Dinard, Benoît et Mika. Ouais, non, en fait, je pense que au niveau de l'état d'esprit, certes, c'était pas mal, mais ce que veut dire Dinard, je pense que c'est que ça manque cruellement d'agressivité, vraiment sur le porteur de balle. Cette 6-0 là, elle laisse beaucoup de champ aux arrières.
Et si on sort pas haut sur des mecs comme Palmarsson pour l'Islande et comme Kopitar ou Laskovic en Croatie, les mecs, ils sont pas touchés à 9-10 mètres, ça tire et ça marque. Donc, c'est une défense qui demande vraiment beaucoup de tiroirs, beaucoup de sorties, de descentes, de montées. Et c'est un peu compliqué après sur le plan technique. Là, c'était sur la stricte quand Abalo prenait le Palmarsson. En fait, il rentrait en deuxième pivot et Luc Abalo restait sur un autre arrière, l'arrière droit pour le coup, et Palmarsson ressortait à gauche et du coup, il était bien placé pour jouer et c'était plus compliqué pour les 5 défenseurs derrière. C'est vrai que il aurait mieux fait Luc Abalo devait plutôt aller reprendre l'arrière gauche à l'opposé. Alors, Benoît, est-ce que tu es d'accord avec Didier quand il dit que c'est plus un problème mental qu'un problème technique? Non, je crois pas qu'il disait que c'était un problème mental. Je crois qu'il disait que c'était justement D'engagement. que mentalement c'était pas mal, mais que je sais pas si ça suffirait que je sais pas. J'ai cru comprendre que mentalement ils étaient quand même assez satisfaits de ce qu'ils avaient fait, de leur implication, mais que c'était pas très glorieux par rapport à leurs prestations techniques, mais que au niveau de l'état d'esprit c'était quand même beaucoup mieux. Et du coup, ça leur avait permis face voilà, à cette équipe d'Islande, de pouvoir l'emporter. Je crois que c'est ce qu'il voulait dire, mais après, ce que j'aurais mal compris. Alors, il est 20h26, hein, vous êtes bien sur Andé, hein, une page spéciale mondiale. Toutes les interviews, vous allez pouvoir les retrouver dans quelques instants. Il y en a encore pas mal à passer. Il y a notamment celle-là de Lucas Ballot. Pareil, ça fait partie d'un bêtisier. Les toutes premières secondes de l'interview, vous allez vous délecter. Il y a également Brice qui essaye de trouver, Brice Barbotin, notre envoyé spécial, qui essaye de trouver un petit coin plus calme pour nous raconter un peu ce qui se passe du côté de l'équipe de France, qui sont partis à Saragosse, je vous le rappelle, pour jouer le match de quart de finale normalement face à la Hongrie, à moins que la Biélorussie crée la surprise. Question quand même, messieurs, avant d'écouter Lucas Ballot, il y a encore aussi Xavier Barrachet. Messieurs, est-ce que si l'équipe de France a le même niveau que face à l'Islande pour jouer les Croates, est-ce que ça va suffire pour aller en demi, tout ça, Mika? Là, je pense Euh, pas. non, je pense pas parce que l'équipe d'Islande, Ben l'a dit, c'est plus l'Islande qui avait fait la finale des JO. Il manque quand même Stefansson qui est un des meilleurs joueurs au monde et qui était au four au moulin dans cette équipe. Donc on a vu l'arrière droit Algrimson, c'est l'arrière droit de Paris qui joue derrière Kopitar. C'est franchement sur la base arrière, c'est un bon défenseur, mais en attaque c'est vraiment pas terrible. Ouais, il a joué 1 heure sur 1 heure à droite et on a été quand même des fois très très naïfs sur lui. Parce que Ouais, dès qu'on l'a laissé jouer, il nous a rendu un maximum de ouais, ballons. Après, des ouais. fois, on est sorti, il a trouvé des solutions avec le pivot, alors que franchement, c'était vraiment pas nécessaire Il n'arrive pas à mettre ce un style but. de jeu. Alors, il On y a a, vu le centre aussi qui est un très bon joueur, ouais, ouais. Gudjonsson, mais qui a rendu aussi énormément de ballons, qui a pris des shoots improbables. Donc finalement, on s'en sort bien, mais face à une équipe qui est pas exceptionnelle quand même. Alors il y a eu quand même dans ce match-là quelques très très bons joueurs, notamment Roubia, Guigou, à Cambrai également avec un 5 sur 8. Il y a des joueurs qui n'ont pas du tout joué comme Sébastien Bosquet, Grégoire Détrez, Timothy Nguessan et Valentin Porte. Jérôme Pernodez qui est rentré un peu aussi en cette deuxième mi-temps. Un petit mot quand même sur Cédric Sorando, le pivot, est-ce qu'il fait bien le boulot pour remplacer Bertrand Gilles qui est resté en France? Moi, franchement, je le trouve vraiment excellent défensivement. Il est vraiment dans l'intensité, dans la couverture sur le pivot. Il est capable de jouer central à côté de Didier. Il est capable de jouer plus, on va dire, sur un poste 2 pour les connaisseurs. Donc, c'est plus sur les arrières. Donc, c'est vraiment un joueur qui a pris une dimension vraiment internationale au niveau défensif. Après, voilà, je pense que offensivement, il a encore pas mal de travail à faire. Et en première mi-temps, je l'ai trouvé vraiment souvent surpris des ballons qui lui arrivaient. Je pense qu'avec des joueurs autour de lui, avec la classe internationale qu'ils ont, et à tout moment ils peuvent lâcher des ballons. Et on l'a vu plusieurs fois surpris sur des balles de Karabatic qui lui arrivaient un petit peu tardivement peut-être, mais parce que Nicolas s'engage tellement fort que il s'ajuste en fonction des réactions de la défense. Donc
un peu surpris sur ses premières actions. En deuxième mi-temps, beaucoup plus concerné offensivement et donc beaucoup plus efficace, même si je pense qu'il a encore du travail à faire sur son efficacité dans le tir. Mais voilà, il est présent, il fait énormément de travail défensif et en attaque, il progresse, mais il a encore un cap à passer pour avoir vraiment le niveau international et être vraiment voilà, la véritable doublure de Bertrand Gilles. Alors Benoît, je pense que tu peux rappeler Brice, le temps pour moi de poser la question à Mika, parce que juste avant le mondial, on a eu la chance d'interviewer Philippe Bana qui nous avait promis que Karabatic allait faire un excellent mondial. C'est le cas. Est-ce que ça t'étonne, toi, de voir... Allô? On a récupéré Brice. Bon, Brice, c'est déjà plus calme. Ouais. Alors, juste avant de te passer la parole, Brice, je posais la question à Mickaël. Donc, on a reçu Philippe Bana la semaine dernière qui nous disait que Nico allait faire un excellent mondial. Ça a été le cas. Mickaël, est-ce que tu es surpris de le voir à ce niveau-là, alors que Montpellier ne veut plus trop le joueur, et qu'il a eu les problèmes extrasportifs dont on va pas revenir dessus. Étonné de voir Nicolas Karabatic à ce niveau-là dans ce mondial, Mika? Oh, pas du tout. J'aurais pu être étonné un peu de le voir à ce niveau-là quand il est revenu de l'affaire des paris et tout ça, qu'il a rejoué avec Montpellier, parce que c'était pas très bien passé avec le club. Il n'avait pas été très soutenu et finalement il est meilleur qu'il n'a jamais été à Montpellier. Et là, je pense qu'à ce mondial, il est sur cette lancée. Il est juste. En plus, il a été repositionné arrière gauche, que ce soit à Montpellier ou en équipe de France, et je pense que c'est là qu'il est le meilleur, c'est là qu'il est le plus tranchant. Il a retrouvé du shoot, ce qui lui manquait un peu ces 2 dernières saisons, et il est vraiment hyper percutant. Dans les 1 contre 1, il est quasiment inarrêtable. Il fait le boulot à lui tout seul quasiment. Et pour revenir sur ce que disait Benoît avec Cédric Sorando, moi je suis un peu plus mitigé. Je trouve que même en attaque, tu parlais de sa réussite au shoot, c'est vrai que ça pêchait un peu pendant un temps, mais je trouve qu'il a beaucoup progressé et qu'il rate plus grand chose, et que quand il rate, il y a souvent penalty. Donc j'ai pas trouvé tu disais qu'il avait été un peu surpris en première mi-temps. Je trouve que les ballons arrivaient assez tard, et du coup la position était pas forcément facile à garder. Après, c'est toi le spécialiste, peut-être qu'il y a des erreurs techniques, mais je trouve qu'il... Non, mais je l'ai vu plusieurs fois surpris à avoir des ballons qui lui arrivaient, alors qu'il était complètement devenu passif. D'accord. Et alors qu'on sait très bien que avec des joueurs comme Karabatic, à tout moment les ballons peuvent arriver. Donc j'ai trouvé plusieurs fois surpris à prendre les ballons sur les pieds ou machin, parce qu'il se relâche et il est spectateur de l'action de Nico, et du coup il devient plus aussi efficace. Alors, on va passer la parole à Brice, qui pourra peut-être nous dire un peu comment toi t'as vécu cette équipe, ce match face à l'équipe de France, face à l'Islande. Je vais y arriver. Il y a des petits échos, donc et puis un peu comment tu les trouves en dehors du terrain. Est-ce que tu les sens relâchés, confiants d'eux? Est-ce que l'équipe de France peut aller battre cette équipe de Croatie avec le même niveau, Brice? Ben, écoute, ouais, ce match ça a été super stressant, parce que tout le long du match, à chaque fois que l'équipe de France avait l'occasion de prendre les devants avec au moins 2 ou 3 buts d'avance, il ratait l'attaque, ou alors il ratait les tirs, etc. Et surtout, et du coup, il se faisait remonter directement, et il se faisait recoller au score, voire même égaliser. Donc, dans la tribune, on a quand même été tout le long du match un peu tendu, et on sentait les moments l'affaire quand même mal engagée. Heureusement, l'équipe de France peut compter sur des individualités qui sont clairement au-dessus du lot sur cette Coupe du Monde. Par exemple, Karabatic, en effet, même la rentrée de Cambrai était impressionnante. Ouais. Et ce qui a permis d'user cette équipe d'Islande, et sur la fin, dans les 4-5 dernières minutes, l'équipe de France a fait le trou et s'est imposée au final, assez largement non, mais une belle différence tout de même. Donc sur ce match-là, ouais, ça a été stressant, et surtout ils n'ont pas vraiment rassuré le public et nous, les journalistes. Donc après, c'est ce qui a été demandé dans la zone mixte et en conférence de presse. Et les tauliers que sont Fernandez, Dinard, etc. étaient quand même plutôt confiants.
Pour eux, l'équipe monte en puissance et surtout, c'est dans l'adversité que l'équipe, pour eux, ils pensent que l'équipe va pouvoir monter, élever son niveau dans l'adversité, notamment face à des adversaires beaucoup plus durs comme les Croates. Donc, pour pas mal de gens ici, c'est pas vraiment l'optimisme qui règne, mais au sein du collectif France, c'est quand même, ils partaient ce matin à Saragosse, là, ils sont partis à 1h et ils étaient quand même plutôt confiants, je dois le dire. Alors messieurs, peut-être que vous avez des questions à poser à Brice, qui est lui en direct d'Espagne, qui est d'ailleurs pour la fin du match Islande, je sais plus. Non, c'est Slovénie-Égypte, et ça vient de finir sur 26-31 pour la Slovénie. Ah, 26-31 pour la Slovénie. C'était... La Slovénie, on a le tableau pour les quarts de finale qui se joueront à partir qui vont tous d'ailleurs se jouer mercredi à Saragosse et à Barcelone. L'Espagne s'est imposée 29-19 face à la Serbie. Exactement. Donc voilà, messieurs. Des questions pour Brice, ou alors on peut peut-être le remercier, messieurs? Ouais, est-ce qu'il y a des bons coins pour sortir à Barcelone? Écoute, moi je connaissais la ville avant, donc je les ai pas encore trop fréquentés, mais ouais, j'en connais quelques-uns qui sont plutôt sympas. Et surtout, je vois les journalistes français qui découvrent la ville, qui sont souvent dehors le soir et qui reviennent le lendemain avec des petites têtes. Mais je ne fais pas ça. Je suis professionnel, je ne fais pas ça. Écoute, Brice, on te laisse parce que je crois que tu as un peu de débrief pour Andé. On te remercie. Tu vas te déplacer à Saragosse pour nous faire vivre également des interviews après match et tes articles et photos. On va jouer peut-être au jeu des pronostics, étant donné que la France va rencontrer la Croatie. Brice, est-ce que tu aurais un petit prono? Un prono, j'aimerais bien quand même une victoire, mais ça va être dur, donc je vais aller me risquer sur un 30-29 ou quelque chose comme ça, mais une victoire étriquée et avec pas plus d'un but d'écart, je pense. Écoute, on l'espère. Brice, merci d'avoir été avec nous. Je te laisse, et puis on sait jamais. Si t'as quelques interviews d'après-match, n'hésite pas. On est en direct jusqu'à 21h30. Écoute, pas de problème. Si vous parlez arabe ou slovène, je vous prends ça. Benoît parle bien slovène et Mika, c'est l'arabe. Ok, parfait. Je vais faire ça alors. Merci Brice et passe une bonne soirée. Merci, bonne soirée, salut. Ciao, ciao. Alors voilà, Brice, toujours notre expert avec nous. Donc pour finir un peu avec ce match-là, on va écouter quand même la dernière interview, celle de Lucas Ballot. Pareil, qui nous parle aussi peut-être d'un style de jeu que l'équipe de France pourrait, pourquoi pas, s'appuyer dessus contre les Croates. Alors le temps pour moi de retrouver l'interview de Lucas Ballot. Écoutez bien le début, c'est vidéo gag. Quand tu interceptes, quand tu fais des interceptions, que tu sais que tu as Mika sur la gauche, c'est quoi? C'est un réflexe, c'est des trucs que tu perds presque à la limite les yeux fermés? En fait, je sais quand je vais intercepter que les ailiers vont anticiper. Comme moi, je suis un peu à l'aile droite, je ralentis un peu parce que je sais qu'il est un peu derrière moi et j'attends qu'il arrive. Je me concentre sur cette passe-là. J'essaie de le mettre bien devant. Pourquoi tu ralentis parce qu'il se fait vieux, c'est ça? Non, je ralentis parce que déjà, moi, je peux pas y aller en dribble, c'est pas possible. Parce que je sais qu'il va y avoir un joueur et j'attends qu'il me dépasse et là, je lui jette devant et je sais qu'il va y aller. Ce soir, vous allez en débriefer là, ce genre de trucs, l'interception. Justement, je pense qu'il faut plus jouer sur ces trucs-là. Il faut évoluer dans notre défense et je pense que c'est des risques, c'est clair, c'est prendre des risques, mais quand ça marche, ça nous soulage vachement. Et pourquoi pas continuer à faire des interceptions comme ça sur les matchs à venir. C'est important, je trouve. Voilà, c'était Lucas Ballot et ça c'était grâce aussi, et on remercie Yves Michel de Handzone qui nous a affilé cette interview parce que Brice n'arrivait pas à choper Lucas Ballot, il était bloqué, donc merci à lui de nous a fait parvenir cette petite interview. Faudra jouer plus en interception, Benoît, pour battre et surprendre cette équipe de Croatie? Non, mais par contre varier les styles de défense, oui, certainement. Voilà, maintenant on s'est appuyé principalement sur la défense 6-0. Comme le disait Mika tout à l'heure, on sait que des joueurs comme Copliard à droite aiment ces défenses-là parce qu'ils ont le temps de s'organiser et de se lancer. Donc justement, peut-être varier le style de défense. On sait que Daniel Narcisse est capable de jouer devant et poser vraiment des problèmes avec sa motricité et son
d'envergure pour les trajectoires. Lucas Ballot s'est testé aussi contre l'Islande, même si, comme le rappelait Didier Dinard, il y a eu des fois quelques manquements parce que quand le joueur rentrait, il se positionnait un peu où il voulait et il embêtait plus sa défense que l'attaque. Mais ça peut être une solution, oui, de pouvoir avoir une possibilité défensive, peut-être prendre le demi-centre en strict Doumbia qui est un excellent joueur. Donc peut-être pas interception, c'est un bien grand mot, mais changer de style de défense, ça j'en suis persuadé. Mika, que faudra-t-il de plus? Je me risquerais même à une petite 4-2 s'ils avaient un peu d'audace, parce que on a des joueurs comme Baraché qui peuvent très bien défendre même sur les petits ailiers. Qui vont aller en 1 contre 1 sur ce type de défense, et si on arrive à court-circuiter le côté gauche, Copillard en dribble, c'est quand même beaucoup moins costaud que quand il arrive à se lancer et prendre des grandes courses. Donc pourquoi pas essayer de laisser jouer ce côté droit avec le pivot et couper un peu la circulation avec le côté gauche. Mais bon, ça je pense qu'ils iront pas jusque là. Alors messieurs, on n'a pas été très original dans nos défenses c'est vrai. Ces dernières années. Alors on va se risquer aussi, avant de passer un peu aux autres équipes et ce qui pourrait être l'adversaire futur, la Croatie, on l'a dit, l'équipe de France, mais il y a aussi le Danemark, l'Espagne, l'Allemagne, la Russie, la Slovénie encore qualifiée. Messieurs, on va jouer un peu au jeu des pronostics. Stan, est-ce que tu crois que l'équipe de France peut arriver en demi-finale en battant cette équipe Croatie qui fait pour l'instant un sans faute dans ce mondial? Je l'espère, je le souhaite. Je vais parier dessus, forcément. Donc oui, mais comme disait Brice tout à l'heure, vraiment au strict minimum. Alors n'hésitez pas non plus, vous, chers auditeurs, à jouer avec nous un petit peu les jeux des pronostics. On va poser la question à Benoît. L'équipe de France peut-elle créer, entre guillemets, un petit exploit en battant la Croatie? C'est nous qui sommes champions du monde quand même. C'est vrai, c'est vrai. Malgré tout, l'exploit, ce sera plus eux qui souhaitent le faire parce que, comme le disait Balic encore lors de la dernière compétition, à chaque fois qu'il y en a un qui part, il y en a un nouveau grand joueur qui arrive. Donc, ils en avaient marre de toujours jouer contre la France et de perdre. Donc, la France reste malgré tout favori sur le papier, même si là, par rapport aux phases de poule, peut-être que la Croatie a été plus performante, mais ça va être des matchs âpres. On sait que ces deux équipes se connaissent bien, même si il y a pas mal de renouveau du côté croate. Mais voilà, nous aussi, on essaye d'évoluer au niveau des joueurs cadres, même si on a toujours un peu les mêmes. Mais Fernandez est peut-être un peu moins présent maintenant. Il a passé la main, donc voilà, j'ai quand même bon espoir que la France, malgré tout, s'impose. Alors Mika, est-ce que les experts peuvent passer justement des experts aux immortels en ayant cette 5e étoile que personne n'a fait, et vont-ils battre cette équipe de Croatie? Es-tu un peu plus pessimiste que tes deux collègues? Non, pas du tout. Moi, je suis même très optimiste parce que malgré le fait qu'on ait quelques joueurs qui sont les meilleurs joueurs du monde, qui sont un peu en dedans, on arrive quand même à s'en sortir et à passer ce match coup près. Donc je pense que, comme le disait Benoît, il y a certains joueurs qui doivent pas bien dormir en ce moment et qui doivent beaucoup se remettre en question. Ils auront eu 2 jours pour se remettre un peu physiquement, donc physiquement ils seront bien. Et je pense que mentalement ils savent la tâche qu'il y a à accomplir et ils savent qu'ils sont plus proches que jamais de cette 5e étoile. Donc ils vont aller la chercher, et je pense qu'ils ont encore le talent nécessaire et l'envie aussi, et je pense que tous les ingrédients sont réunis pour qu'ils aillent au moins en finale défier l'Espagne chez elle. Alors sur le chat, Sabine nous dit +4 pour l'équipe de France. Norman nous dit la France va battre la Croatie, mais ce ne sera pas un match pour cardiaque. Voilà, il y a un peu pas mal de réactions. Donc voilà les principales réactions. Donc messieurs, on va regarder un peu le tableau, on va se projeter aussi. L'équipe d'Espagne qui joue chez elle va rencontrer en quart de finale l'Allemagne,
Ça sera pas un match facile, on a vu, les Allemands ont posé un peu problème à l'équipe de France. Benoît, l'Espagne aura fort à faire face à une équipe d'Allemagne qui a pas mal évolué de façon à embêter et battre ses experts quand même. Hein. Ouais, mais là, j'y crois pas trop. Franchement, l'Allemagne contre la France a joué l'un de ses meilleurs matchs, je pense, du tournoi. Parce que je les ai vus évoluer, je crois que c'était contre la Tunisie où c'était loin d'être concluant. Donc contre l'Allemagne, ils ont vraiment réussi un match plein. Mais non, je suis quand même pas spécialement inquiet pour l'Espagne chez elle face à cette équipe allemande très talentueuse, mais aussi très jeune et donc peut-être un peu par rapport à ce manque d'expérience qui risque de leur faire défaut sur un quart de finale d'un championnat du monde. Mika, la Russie va jouer la Slovénie. Un beau match de Nordique, ça. Tu verrais peut-être la Slovénie rencontrer en demi l'Espagne. Ouais, la Slovénie, je pense qu'ils sont pas mal depuis le dernier Euro. Là, vous avez fait une très belle compétition. Il y a des joueurs talentueux. Ça joue plus au ballon que la Russie, où en Russie, c'est toujours une grosse défense et des gros tireurs. C'est un peu bourrin. C'est pas forcément très beau à voir jouer. C'est souvent efficace, mais c'est pas très beau. Ils se sont fait un peu peur contre le Brésil. Ils gagnent de vraiment pas grand-chose. Donc, je pense que l'équipe de Slovénie, qui est assez en forme, peut vraiment aller les déranger. Ce serait pas mal pour le handball français parce qu'il y a quand même deux joueurs qui ont signé à Montpellier et on aimerait bien que ce soit des bons joueurs. Alors c'est vrai que quand on regarde un peu ce tableau, les demi-finales risquent d'être un peu moins équilibrées entre l'Espagne et la Slovénie parce que dans le tableau de l'équipe de France, hein, si l'équipe de France vient d'abattre la Croatie, derrière il y a un certain Danemark qui jouera contre le vainqueur du match entre Hongrie et Pologne. Un beau match ce soir, Hongrie et Pologne. Le Danemark va jouer contre qui, Benoît, la Hongrie ou la Pologne justement? Franchement, pour avoir vu jouer les Hongrois contre les Espagnols, ça joue très très bien la Hongrie. Ils ont un peu craqué sur les dernières 10 minutes du match et l'Espagne a pu se détacher, mais c'est vrai que moi je mettrais la Hongrie. Par contre, pour revenir un petit peu au tableau, on peut peut-être se demander si l'Espagne n'a pas fait exprès de perdre contre la Croatie au dernier match pour se retrouver en bas et pas avoir le haut de tableau qui est quand même très très fourni. Ouais, très fourni. Donc, si le Danemark. Oui, encore. Mika, Danemark. Le Danemark jouera contre le vainqueur de Hongrie-Pologne. On risque quand même de retrouver le Danemark en demi, hein, si tout se passe bien. Ouais, bah, je te parlais d'aller crescendo dans ce championnat du monde. C'est exactement ça. Hein. On se prend des équipes de plus en plus fortes. Alors, les finalistes des JO. Après, la Croatie qu'on retrouve régulièrement à ce niveau de compétition, le Danemark qu'on a retrouvé en finale assez souvent ces dernières années, et puis probablement l'Espagne chez elle pour terminer. Donc c'était vraiment pas une partie de tableau facile, et j'ai une petite crainte, c'est que la France, si elle arrive en finale, soit un peu plus émoussée que l'Espagne, mais bon, on verra. Est-ce que c'est pour finir? Ils sont champions du monde au moins là. Ah ouais. Justement, Benoît, Mika et même Stan, hein, avec toutes les médailles d'or et les titres que les Français ont remportés, est-ce que ce championnat du monde c'est un des plus durs et un des plus relevés que la France a eu à pourquoi pas aller jusqu'au bout, Benoît? Ah bah de toute façon, une chose est sûre, c'est que on se rend compte que le niveau se resserre de plus en plus et que les marges de manœuvre sont vraiment très réduites pour l'équipe de France maintenant sur la scène européenne et donc mondiale. Donc c'est vrai que là le tableau est vraiment considérablement fourni, et donc peut-être si la France va au bout, l'apogée d'un règne vraiment extraordinaire pour cette équipe de France. Donc avec des si, hein, la France rencontrera en quart la Croatie, en demi le Danemark et en finale l'Espagne. Mika, on peut pas dire que c'est une partie de plaisir. Hein. Non, ça va être vraiment compliqué,
Et comme tu disais, moi, on dit souvent que les championnats du monde sont plus faciles que les autres compétitions. Là, pour le coup, cette année, à part les poules qui étaient un peu plus tranquilles, mais je crois que c'est une nouvelle formule. Hein. J'ai pas souvenir que le championnat du monde Non, c'est une nouvelle formule. En 2001, c'était comme ça. Voilà. En 2001, c'était comme ça. 2001, c'était comme ça. Pour le Et premier je trouve ça quand même beaucoup mieux, moi, hein, parce que Alors, c'est vraiment le suspense des matchs coup près, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Alors, pour le spectateur lambda, voilà, c'est simple. Il y a une phase de poule, on sort, on croise, et voilà. Après, c'est élimination directe. On n'a pas encore une autre phase de poule qui était des fois incompréhensible pour les gens qui s'intéressent pas à la discipline. Au moins, là, voilà, on sait où on en est. 8e, quart, demi-finale, on va remercier. Vous êtes d'accord avec Norman qui dit qu'il n'y a plus que du costaud maintenant. Ce championnat du monde s'est transformé en championnat d'Europe. Pas tort là-dessus. C'est vrai que. Non, mais de toute façon, le handball européen a toujours dominé quand même. Même si on voit l'émergence un petit peu des pays sud-américains, voilà, il y a encore une marge par rapport à l'Europe. Donc. Là, ça ne changera pas pour l'instant, même si on voit une certaine amélioration de leur part. Exactement. Il y a quand même une marge avec l'Europe. Quand Japon, Argentine au final championnat du monde. Attends, il y a les Qataris peut-être. C'est peut-être eux qui vont être la surprise. Ouais. Ouais, c'est vrai. Les futurs champions du monde. À coup de pétrodollars. Prévu à recruter les joueurs qu'ils voulaient quand même. Ouais, je crois qu'ils voulaient recruter Rouennais et puis je sais plus. Ouais, mais avant ça, il y avait même du Sterbic, voilà. du Kimon Darson, du Nagy, du Tchebaïev comme entraîneur. Voilà. Allez, on va pas. Il en veut tu en voilà. L'argent n'achète pas tout. Pas dans le mal, messieurs. Voilà, exactement. L'argent ne fait pas le bonheur. Donc on retrouve. Il contribue bien quand même. Alors ouais, c'est vrai, effectivement. Alors on espère déjà que nos experts arriveront en demi-finale et accrocheront au minimum une médaille de bronze. Au mieux la médaille d'or, ça sera un championnat très compliqué. Faudra, et c'est un peu le bilan de cette soirée, presque 1 heure sur ce mondial-là. Il faudra que l'équipe de France hausse son niveau de jeu pour aller défier sûrement les Croates. Ça va être difficile, mais voilà, on y croit parce que les experts ont toujours réalisé des exploits. Et puis aussi, c'est le dernier pour Didier Dinard, pour Daouda Karaboué. D'ailleurs, Mika et Benoît sur Daouda Karaboué qui arrête sa compétition internationale. Et en plus, on l'a appris dans la presse, qui ne sera pas conservé par Toulouse. Surpris de ce choix-là, Ben et Mika? Non, ça fait un moment qu'on est au courant. Enfin, peut-être que ça, la presse n'est pas au courant, mais ça traîne un peu, ouais. Ça fait quand même un moment qu'on sait que depuis qu'il y a eu leurs problèmes financiers, on sait que les gros salaires n'allaient pas être conservés. Ils parlaient même de ne pas conserver Ayed. Là, j'entends qu'ils sont en train d'y réfléchir, mais on savait que Kabengele et Karaboué déjà allaient sauter, et c'est normal parce que c'est des gros salaires et que le club peut pas se permettre ce genre de folie. Donc vous l'avez trouvé, la transition, on parle un peu de LNH, et avant de poser quelques questions également à Benoît Perabou, et ça vous l'attendez aussi, un petit mot quand même, parce qu'on a une petite exclue Andé, après vous avoir dit nouveau joueur qui arrivait du côté de Billière, et bien on a aussi une info du côté de Nantes, hein. Je retrouve la brève, voilà, un Croate qui devrait signer dans quelques jours du côté de Nantes, c'est une exclue Andé, il s'appelle Stefan Vuzic, et voilà, Croatie, 21 ans, demi-centre, 1m92, 91 kg. Est-ce que vous connaissez un peu ce joueur, ou ça sera vraiment une découverte? C'est un jeune. Son restaurant seulement. On est un peu mauvaise parce qu'on était sur le coup. Moi, j'étais pas au courant qu'il avait signé à Nantes. Je l'attendais encore à Aix-en-Provence dans les prochaines semaines. C'est le meilleur buteur du championnat croate. C'est un joueur assez complet apparemment, qui défend, qui attaque. Bon, le championnat croate, c'est pas exceptionnel, hein. C'est pas du très haut niveau. On sait que les équipes, les fortes équipes ont fait une espèce de championnat des Balkans pour avoir un championnat plus relevé. Mais les 10 buts par match, faut quand même les mettre. Donc ça risque d'être un joueur intéressant, et il est surtout très jeune, donc prometteur. Alors donc voilà, nouveau joueur qui devrait rejoindre, c'est pareil, on parle au conditionnel, ce club de HBC Nantes. Mika, justement, on va parler, avant de passer la parole à Benoît et une petite interview vérité, un petit mot sur la préparation d'Aix-en-Provence. Vous avez été défait là en match amical?
Ouais, bah, c'est une prépa un peu à l'ancienne. On mise beaucoup sur le physique, donc on en chie un peu, on est un peu fatigué, on n'est pas forcément prêt à jouer des matchs à chaque fois de haut niveau, alors que les autres équipes sont apparemment sur un format un peu plus light. Bon, ça excuse pas nos errances défensives. On a de gros problèmes en défense depuis le début de la saison, on le sait et on y travaille, mais pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à trouver les solutions. Alors, il reste encore 3 semaines pour affiner les réglages. On a surtout nos deux joueurs, nos deux recrues défensives, Ivakno et Courtois, qui sont blessés. Donc, c'est un peu difficile de travailler défensivement quand ta charnière est pas là. Luka qui petit à petit essaie de s'intégrer, mais qui à Montpellier était quand même vachement briefé par les gens autour de lui et ici qui a encore un peu de mal à prendre ses responsabilités et à essayer de s'imposer. Il se repose encore un peu sur les autres alors que on attend peut-être un peu de pouvoir se reposer sur lui défensivement. Donc ça, c'est encore des petits réglages à affiner. Et de toute façon, on a notre premier match qui sera décisif. Donc il faut qu'on soit prêt dans 3 semaines et j'espère qu'on le sera. Alors on parle Est-ce que ton entraîneur s'est détendu un peu? Non, il est tendu, mais bon, il a arrêté de fumer, donc ça aide pas. Et puis on a besoin aussi d'être un peu secoué parce que c'est vrai qu'on met pas les éléments nécessaires. Donc ça peut pas être toujours la fête à l'entraînement et il faut que la personne responsable soit capable un peu de nous mettre la tête là où ça fait mal et que ce soit pas qu'une partie de plaisir. Alors, on a un peu lu un peu partout l'arrivée peut-être de Nicolas Karabatic du côté de Aix, alors que Cadaillé maintenant, vu la prestation qu'il fait, et ça c'est pas étonnant, il veut plus ou moins le garder. Est-ce que c'est de l'utopie l'arrivée de Nico à Aix-en-Provence? Oui, je pense que c'est de l'utopie. Les sommes qui sont J'imagine. en jeu sont pas Compatible du avec. ressort de notre club. On aurait les moyens financiers d'avoir Nicolas Karabatic. On n'a pas les moyens financiers de racheter Nicolas Karabatic. Je suis pas du tout dans les tractations. Je sais pas ce qui se passe alentour. Je sais pas qui doit payer quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il doit partir, en gros, le club veut plus de lui veut s'en aller, mais le club veut récupérer des sous et Nico veut récupérer des sous. Donc au final, Au final, tout s'annule, quoi. Donc au final, c'est non, moi je veux rester, non, nous on veut te garder, alors que personne. Donc c'est un peu l'argent qui est en train de prendre le dessus sur le sportif et c'est dommage, mais en même temps, je pense que Montpellier a besoin de Nicolas Karabatic en fin de saison, donc c'est pas étonnant qu'il veuille le garder. un Nicolas Karabatic de ce niveau-là, je vois pas comment Montpellier peut se séparer d'un joueur de ce talent-là, Benoît, non? On verra bien. On verra Allez, bien. on verra bien. Bah justement, Benoît, on te laisse la parole parce que bah, t'as Non, j'ai pas un coming out, hein, tout va bien, hein. t'as Je fais ça de quelques, manière tellement solennelle que. allez, t'as quelques trucs à nous dire. On va faire une petite Ta interview. carrière enfin. Exactement. Exactement. Non, allez, on va passer à l'interview avant de recevoir Sébastien Mangin. Alors, Benoît, hein, depuis le début de la saison et l'arrivée de Rémi Salou, ton temps de jeu pratiquement inexistant et a largement baissé. Comment déjà tu le vis personnellement? Non, c'est vrai que un début de saison assez compliqué, tant sur le point de vue sportif que psychologique. Euh, Autant l'année dernière, j'avais eu un temps de jeu assez conséquent avec de nouveau une responsabilité autant offensive que défensive. Autant l'arrivée de Rémi a considérablement changé mon statut, mais ça, je m'y étais préparé parce que il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Par contre, rapidement, j'ai été mis de côté au bout de seulement quelques matchs, alors que je pense pas être le responsable de ces résultats et de ces mauvais résultats en l'occurrence. Et donc, du coup, voilà, ça a été pour l'instant, quoi, c'est un petit chemin de croix, puisque je trouve pas énormément de plaisir à jouer, Et- sachant que mes performances actuellement se restreignent aux entraînements et je ne peux pas m'exprimer au moins
dans un but d'essayer de relayer un petit peu Rémi dans ses moments de fatigue, alors que je pense qu'on a largement la place tous les deux pour jouer en LNH. Alors, est-ce que la situation dès l'arrivée de Salou a été claire avec le coach? Est-ce que tu as eu des explications ou tu lui en veux un peu à Stéphane Imrada? Non, mais la situation a été claire. Voilà, je savais que la concurrence allait être encore plus rude que l'année dernière, mais voilà, comme je l'ai dit, la concurrence, ça m'a jamais affolé. J'ai joué derrière, des pivots de renommée internationale comme Guéric Kervadec, et j'ai jamais eu à me plaindre d'un temps de jeu même plus restreint, mais différent. Voilà, donc ça, il n'y avait pas de souci par rapport au statut. Maintenant, ce que je peux reprocher, c'est que j'ai été mis de côté de manière assez directe et sans explication. Et du coup, voilà, moi j'ai très mal vécu la situation, sachant quand même que ça faisait 6 ans que j'étais au club et que le minimum des choses, c'était d'expliquer au moins la situation et de dire quelles étaient véritablement ses motivations pour me mettre complètement de côté. Donc du coup, c'est sûr que par rapport à ça, je suis pas du tout satisfait de ce qui a été fait. Là, tu viens de dire quelque chose, Benoît. Tu viens de dire j'ai été 6 ans au club de Tremblay. Justement, Benoît, est-ce que tu seras toujours tremblaisien l'année prochaine? Non, là c'est officiel, je ne serai plus tremblaisien l'année prochaine. Est-ce que tu comptes arrêter? Est-ce que tu vas toujours être handballeur professionnel? J'ai un âge certain, voire un certain âge. Je pense que les contrats vont être plus difficiles à obtenir, mais c'est pas tant ça qui m'intéresse actuellement. J'ai vraiment décidé de donner un autre sens à ma carrière et d'essayer d'apporter tout mon vécu, mon expérience à un club peut-être d'un niveau inférieur, mais rentrer vraiment dans un projet global, tant sportif que professionnel. Donc là, mes axes de recherche sont plus par rapport à des projets autour d'un club qui veuille continuer à se structurer et qui veut vraiment voilà, peut-être passer un cap tant au niveau sportif que dans la structuration du club. Donc pour l'instant, je suis en pleine recherche. Il y a des choses qui se mettent en place. Donc ce qui est quand même très important pour moi, c'est que voilà, j'ai de l'écoute, j'ai déjà des propositions. Maintenant, il faut les concrétiser, mais c'est important dans ma recherche pour aussi passer outre cette expérience avec Tremblay, mettre un point final à cette collaboration et vraiment projeter dans un nouveau défi et ce que je pense être encore en mesure de pouvoir apporter à ce club qui m'accueillera. Et voilà, c'est important d'avoir des objectifs. Alors pas mal de réactions sur le chat, notamment Muriel qui nous dit... C'est les petites annonces d'Elysée Moon en fait. Muriel qui nous dit concurrence, non, mais il n'y a plus de temps de jeu, c'est plus de la concurrence à ce niveau-là. Julie qui, zut, je suis triste. Et un petit appel aussi, viens à Nîmes, on a besoin de joueurs d'expérience et au moins là-bas t'as du soleil et pas 20 cm de neige. donc voilà, hein, c'était pas ton coming out comme tu le dis, mais vous inquiétez pas, on te retrouvera tous les lundis forcément pour parler de handball, Benoît. Et c'est vrai que Nîmes manque un peu de pivot. J'espère que j'aurai du Wi-Fi et Skype là où je serai. Mais normalement, oui, je pense être avec vous pour encore quelques temps, mais voilà, avec un regard un peu différent. Bon, c'est parfait. Alors, parfait, on le sait pas, mais on espère franchement que tu trouveras chaussures à ton pied, comme on dit. Une petite dernière question, et ça vient du chat. Est-ce que tu prends un peu comme un manque de respect pour service rendu, le manque d'informations que tu as eu de la part du staff de Tremblay? Et là, je crois qu'on est devenu dans un monde vraiment professionnel. Et maintenant, les clubs sont gérés comme des sociétés. Et j'ai l'impression que
voilà, quand on est utile, on est sur le devant de la scène, sollicité, et puis quand on le devient un peu moins, le statut change rapidement. Donc voilà, on connaît un peu les risques, on va dire les risques du métier, parce que c'est toujours cette situation professionnelle est toujours voilà, très j'ai plus le mot, c'est très précaire, voilà ce que je veux dire. Et du coup, manquer de quoi, de en vouloir, non, parce que franchement, au fond de moi, je devais continuer dans un projet à Tremblay, mais plus ça avançait et plus je m'éloignais des valeurs que je défends et de ce que je pouvais transmettre, même sur des niveaux inférieurs. Donc, plus ça allait et moi, je me voyais dans ce club. Donc, ça faisait déjà une réflexion depuis un certain nombre d'années. Et donc, c'est une suite logique des choses. Et voilà, je tire un trait sur cette partie et maintenant, je me projette vraiment sur un projet où je puisse m'épanouir pleinement. Un petit mot, Mika, pour en ce qui concerne l'annonce un peu de Benoît qui ne sera plus tremblaisien. Non, je suis pas surpris vu la tournure qu'a pris cette saison. Après, maintenant, Benoît, il a eu une grande et belle carrière et je pense qu'il a vécu quasiment tout ce qui peut être vécu pour des joueurs comme nous, des joueurs lambda du championnat de France. Donc, il a fait des Coupes d'Europe, il a même fait des finales de Coupes d'Europe. Donc, il a joué dans des grands clubs. Je pense que sa carrière est bien remplie et qu'il peut passer sereinement à autre chose, qu'il a fait ce qu'il avait à faire tout au long de sa carrière. Bah bravo Benoît. Et puis on me dit sur le chat encore, il va falloir se dépêcher pour faire gagner le maillot dédicacé de Benoît Perabou. Donc ça en fera un journaliste d'autant plus impliqué. Voilà, exactement, et en exclusivité pour Randé, mais également, et ça tu veux peut-être nous dire un mot aussi Benoît, Menli, hein, tu fais un peu de pige, j'ai envie de dire, et qu'on retraduit également aussi sur Randé. Non, mais pas. Non, c'est vraiment un ami de ma petite sœur qui bosse sur Manly et qui avait envie de faire tout un dossier autour du championnat du monde. Donc, j'ai été la personne référente pour lui. Et c'est vrai que les articles fonctionnent bien. Donc, le premier avait été pas mal lu. J'espère que le deuxième autant. Et puis, on est toujours dépendant des lecteurs. Donc si ce deuxième est aussi vu, je pense qu'il y aura un troisième et peut-être voilà jusqu'à tant que en même temps je suis dépendant aussi des résultats de la France. Donc tant que la France gagne, c'est possible que j'enchaîne. Après, s'il s'avère que la France est éliminée, ça risque de s'arrêter aussi. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de donner son analyse et de parler du handball. Alors on va recevoir dans quelques instants Sébastien Mongin. Benoît, Stan, on t'a pas entendu hein, quand même. C'est quand même une info importante que Benoît nous disait qui ne sera plus tremblaisien l'année prochaine. On a perdu Stan. Je suis renseigné, mais c'est peut-être le plus ancien joueur en activité dans le championnat de France, non? Je crois qu'au niveau des matchs joués, ouais, c'est vraiment pas mal. Et au niveau des saisons, il y a peut-être, je sais pas, parce que vous m'entendez ou quoi là? Qui sont là depuis longtemps, mais. Ouais, il y en a il y a des anciens mais qui ont fait des allers-retours avec l'étranger, donc en LNH, ouais, c'est pas mal. Ah, au niveau de la longévité, c'est pas mal. Bah écoutez, alors. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Stan. Oh. Alors justement, je voulais juste rajouter avant que tu conclues. Non, comme moi j'avais déjà vu un petit peu Benoît avant vous, j'étais au courant un petit peu de la situation. On en avait discuté tous les deux, donc ça paraissait évident. Voilà, moi je lui souhaite que le meilleur. Moi je pense que pour lui le meilleur commence maintenant. Et comme a dit Mika, il a fait une belle carrière il ne peut être que fier. Donc, et puis on l'a maintenant, on va l'avoir pratiquement rien que pour nous à Randé. Donc
je suis confiant pour la suite, mais quand même un peu triste que Tremblay lui ait un petit peu mis au placard. Voilà. Alors, Julie qui nous dit le ballon que j'ai gagné à l'occasion du match contre Paris, Tremblay-Paris, il est collector. Et Benoît, futur spécialiste du hand féminin. Non, je rigole, je laisse la place pour Mika. Donc voilà, ça chante pas mal sur le chat et c'est toujours des fidèles. Avant de passer la parole à Sébastien Mangin, quelques petites choses à vous dire, notamment vous allez pouvoir, on va copier un peu sur Cyril Dumoulin, on voudrait revisiter un peu notre logo Handé. Donc je sais que pas mal d'entre vous sont très doués en ce qui concerne des visuels sur informatique. Donc on va lancer un petit jeu concours en faisant sûrement gagner, Benoît, pourquoi pas un petit lot. Il y a quelques maillots sous la manche, je sais que tu en gardes quelques-uns. Pourquoi pas même un t-shirt en MD à faire gagner pour celui qui nous fera le plus beau logo choisi par nous-mêmes. Benoît, ça serait sympa. Ah oui, on est avide de pouvoir utiliser vos compétences et votre fidélité. Donc toutes les logos seront les bienvenus et on saura les récompenser. Donc voilà, il y aura un petit jeu concours peut-être ce soir, je lancerai si j'ai le temps. Il y a également une autre personne qui va rejoindre Brice Barbotin, voire même deux, mais bon, il y a une personne sûre, c'est Pierre Mangeot, que vous avez l'habitude d'entendre des réactions d'après-match. Il sera également en Espagne pour nous faire vivre vraiment le championnat du monde avec des reportages sur les supporters, sur d'autres équipes, des vidéos, etc. Donc ça c'est un plus. Norman également qui va nous rejoindre et qui va pouvoir nous faire vivre des interviews d'après-match, parce que notre objectif c'est quand même de faire des lives. Donc plus qu'on ait des e-reporters, plus qu'on arrive à couvrir des matchs de LNH et de Pro D2. Donc voilà, et forcément Mika reprendra juste après le mondial les Français de l'étranger avec Narcisse Omeyer et puis j'en passe, Sorado, Baraché, etc. Donc belle saison en perspective. Allez, il est temps de passer à la Pro D2 avec notre spécialiste Sébastien Mangin. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. Alors, le championnat le championnat de D2, de Pro D2 a repris ses droits ce week-end et on va dire que ça a plutôt mal commencé pour Chartres qui se fait balayer à domicile par Massy 31-28. 31-38. 31-38, pardon. Ils ont gagné 38-31. Voilà, 31-28. Exact. Ouais, effectivement, on a pris une belle claque. On a fait une bonne première mi-temps parce qu'on bascule à la pause à 17-14 il me semble, et puis on reprend pas trop mal début de deuxième, et puis là on a un trou énorme, ce qui fait qu'au final sur la deuxième mi-temps on prend un déficit de 10 buts, 24-14 sur la deuxième mi-temps, donc c'est énorme. Et on n'a pas été à la hauteur de l'événement. Je pense que la trêve s'est un petit peu endormi entre guillemets sur nos lauriers, et puis l'exigence de la compétition n'étant pas présente pendant un mois, on est revenu à la dure réalité. Massy, c'est une équipe qui joue avec ses arguments, mais en tous les cas qui les joue à fond et qui est à 100% dans l'exploitation de ses potentiels. Ça n'a pas été notre cas, et au-delà même du niveau de jeu, il y a eu un manque d'investissement criant, et à la fin c'est une déconvenue à domicile, donc beaucoup de honte à la fin vis-à-vis de notre public qui est toujours très présent et qui nous a tout de même soutenus. Et donc du coup, ça fait mal, quoi. Ça fait mal aux fesses, comme on dit. Et du coup, il va falloir qu'on se remette au boulot. Alors on y était au boulot, mais peut-être différemment, parce que ça suffit pas. Et il faut quand même saluer la bonne performance de Massy. C'est pas uniquement dû à un mauvais jeu de notre part, mais bon, voilà, donc c'est dur, mais il faut se relever, et puis c'est comme ça qu'on voit si on est une bonne équipe, c'est si on va être capable d'aller rebondir à Dijon dès le week-end prochain. Alors, je sens vachement affecté. Vous avez pu faire le bilan un peu de cette défaite? Ouais, bien sûr, on a fait le bilan. Il y a des choses qui se sont dites. On a discuté entre nous, entre l'entraîneur, le président, tout ça. Après, c'est des choses qui restent bien évidemment dans le groupe, quoi. Mais le bilan, il est qu'on a été surpris parce qu'on avait fait une prépa pas trop mal.
on gagne contre Angers, mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas eu l'exigence qu'il fallait pour un match de reprise. Et donc, il va falloir qu'on mette l'intensité à l'entraînement un petit peu plus au niveau de l'engagement physique, parce que sinon, c'est impossible en fait de se retrouver le week-end confronté à une défense agressive sans l'avoir eu dans la semaine et se les prendre dans la gueule le week-end et de réagir sans frustration alors qu'on a été frustré, endormi, enfin toutes les mauvaises réactions face à l'échec, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de solution en attaque, donc on a pris des contre-attaques, on a mal défendu, enfin tout y est passé, quoi. Explique le score de quoi, le nombre de buts encaissés. Voilà, effectivement, c'est sur bon, même si effectivement c'est, je pense, un des seuls matchs où on dépasse les 30 buts depuis le début de la saison, donc mais bon, on en a tellement pris en défense que du coup on a explosé, quoi. Donc voilà. Donc on s'est remis au boulot dès ce matin et dès ce soir, mais de toute façon, dans ces moments-là, la semaine est toujours difficile et il n'y a qu'une victoire qui peut effacer en partie, en tous les cas, dans un premier temps, la frustration. Les points sont perdus, ça c'est fait, mais après, pour pouvoir retrouver un petit peu le sourire, voilà, pour rebondir, il faut repartir sur une victoire. Alors la tâche va être difficile puisqu'on va à Dijon, qui sont actuellement 3e du championnat. Et Dijon qui sont inclinés aussi face à Besançon 26-25. Ouais, effectivement, en plus Dijon aussi perd sa première journée de championnat, même si je pense que c'est moins une contre-performance. Ils étaient à l'extérieur, ils n'étaient pas à domicile, donc c'est moins grave que nous. Alors, mais pour revenir sur le match de Besançon, en particulier, bon, effectivement, Besançon a gagné d'un petit but, hein, mais on peut souligner le fait que les Bourguignons se déplaçaient en sous-effectif. Ils étaient privés de leur maître à jouer, Mohamed Kiour, et l'artificier Bogunovic. Qui lui était blessé depuis un petit bout de temps, mais donc ils ont eu du mal à jouer sans ces deux joueurs, surtout sans Kiour. Sur le match, les deux équipes elles se sont rendues coup pour coup en première période et les Bisontins basculent à la pause avec un petit but d'avance. Par contre, en seconde période, on voit les Doubis faire la course en tête, avec en moyenne 3 buts d'avance. Et malgré la fatigue pour Dijon, avec un effectif limité à 9 joueurs de champ, les Dijonnais ont réussi à s'accrocher, mais au final, ils sont venus mourir d'un but à la fin du match. Effectivement, il y a aussi une autre équipe qui a perdu, et ça peut-être un peu plus surprenant. C'est Mulhouse qui laisse échapper un peu Nîmes en haut du classement. Mulhouse qui s'incline sur le terrain de Vernon, 36-35. Ça s'est joué à peu de choses, mais ils ont perdu. Ouais, effectivement, il y a un match avec énormément de buts aussi, quoi. Vernon qui s'impose contre Mulhouse dans un duel d'équipes convalescentes, on va dire, d'avant la trêve, hein, puisque c'est deux équipes qui restaient sur des séries de défaites. Et pourtant, les Alsaciens menaient bel et bien de 4 buts à un gros quart d'heure de la fin. Mais en 8 minutes, les Normands ont renversé la tendance en infligeant un 9-3 à leurs visiteurs du soir, sous l'impulsion de Dauvergne et Gérard en attaque, mais aussi de Kalic, joker médical sur Nkuigwa, qui est fraîchement débarqué dans l'heure et du coup a permis à Vernon de se diriger vers un succès à domicile. Enfin, sur la fin de match, un petit clin d'œil sur le duel d'ailier droit, puisque en fait Gracia score à 10 secondes de la fin et Galotte à la balle d'égalisation mais la rate, donc c'est Vernon qui s'impose d'un but. Et puis comme je le disais, Vernon s'impose d'un but et Mulhouse perd et laisse filer Nîmes au classement. Belle victoire des Nîmois encore. Ouais, effectivement. Alors Nîmes l'a pas fait dans la dentelle, hein, 31-22 contre Nancy. Les Lorrains en fait n'ont pas vraiment vu le jour dans ce match. Ils ont inscrit leur deuxième but à la 9e minute de jeu et à la pause, les Crocodiles s'étaient déjà envolés avec 10 buts d'avance, 20-10. Donc ça fait cher déjà à la mi-temps. La deuxième mi-temps fut un peu plus équilibrée, mais les Lorrains n'ont pas réussi à rattraper le retard, grâce notamment à Guillaume Serina, Nicolas Zenz, mais aussi une très bonne complémentarité de la paire de gardiens qui totalise à eux deux 16 arrêts. Malgré une bonne prépa hivernale des Nancéens qui avaient étrillé Mulhouse 43-32 en match de préparation, ça n'a pas suffi pour faire un coup dans le Gard. Et bon, Nîmes gagne avec 9 buts d'avance et du coup renforce sa place de leader puisqu'ils ont maintenant 4 points d'avance sur Mulhouse. Alors, la question qu'on peut se poser, Sébastien, et je la pose également à Mika et à Benoît, est-ce qu'on va revoir cette équipe nîmoise ou alors elle est partie pour gagner ce championnat de Pro D2 ?
Ouais, je pense qu'ils sont partis. Bon, on en avait un petit peu discuté autant avant la trêve et la semaine dernière. On les annonçait quand même comme l'équipe, la grosse cylindrée de cette Pro D2. On avait souligné aussi le fait ils s'étaient énormément déplacés sur la phase allée, et notamment chez les gros, hein, puisqu'ils ont été à Dijon, à Massy, à Chartres, à Istres, à Vernon. Donc, du coup, là, mis à part Mulhouse qu'ils ont reçu lors de la dernière journée, ils se sont déplacés chez, entre guillemets, tous les prétendants au play-off. Donc un calendrier favorable, le retour vraisemblablement de joueurs qui ont été blessés, donc qui vont être des apports supplémentaires, et puis une équipe qui a une maîtrise quand même, et puis qui est intraitable à domicile. Donc ils ont tous les ingrédients pour réussir cette montée, et puis on peut même dire que ils arrivent à gérer la pression, puisque comme on l'a dit la semaine dernière, leur président souhaite voir son équipe terminer, enfin avoir assez d'avance pour pouvoir tout de suite se projeter sur la saison prochaine et pourquoi pas aller gratter un top 8 la saison prochaine en LNH. Donc pour leur permettre de recruter déjà assez tôt dans la saison. D'accord, Mika, avec ça, Nîmes est vraiment au-dessus du lot? Oui, mais de toute façon, l'équipe n'a pas changé. Et c'est une équipe, n'oublions pas, qui a battu Montpellier l'année dernière il n'y a pas si longtemps. Donc c'est vraiment une équipe compétitive et en Pro D2, je pense qu'elle est au-dessus. Et même s'il y a eu le départ de Junillon, je pense qu'il y a vraiment des joueurs qui ont le niveau pour jouer en LNH et c'est ce qu'il faut pour remonter directement. Eh ben, on va passer, à moins que Benoît, t'as petit mot à dire sur cette équipe nîmoise. Non, le niveau exactement et l'état d'esprit. Je pense que l'état d'esprit est aussi fondamental pour ce Pro D2 qui est très serré et Nîmes a tous les atouts pour être tous les matchs concernés. Ça a toujours été leur marque de fabrique. À tous les matchs, ils sont à 100%. C'est de fiers combattants et pour cette Pro D2, c'est un atout indispensable pour la montée. Alors, il y a une autre équipe aussi qui fait bonne figure et qui permet de remonter un peu au classement. C'est Ponton Combo, hein, qui s'impose à Valence 25-27. Ponton Combo qui mine de rien est un point des playoffs et un point de Chartres. Ouais, effectivement, Ponto réalise une bonne perf en allant s'imposer à Valence. Même si au classement les Franciliens partaient favoris, la situation n'était pas aussi claire pour ce déplacement difficile. Encore privé de 4 joueurs, Ejmanek, Moreno, Demeyer et Dupoux. Ponto se déplaçait avec un effectif réduit, 9 joueurs et donc on a la réponse, 3 gardiens, mais là effectivement il n'avait pas trop le choix, il était obligé vu son effectif, donc il s'est déplacé avec les 3 joueurs dont Sargenton, la recrue hivernale. Mais bon, en tous les cas, il semblerait vraiment que toutes les difficultés qui se sont abattues sur cette équipe, les péripéties, aient redonné une âme à ce groupe qui semble solidaire. En témoignent ses victoires sur le fil à l'extérieur. D'ailleurs, William Holder faisait l'éloge de son groupe avant même de jouer à Valence. Il disait que c'était vraiment très plaisant de voir les garçons aussi soudés. Et on peut vraiment dire que ce groupe qui a débuté la saison avec des objectifs assez élevés de play-off n'avait pas vraiment d'âme, n'avait pas vraiment réussi à trouver sa place. Et là, on peut dire que ce groupe s'est trouvé et en fait, finalement, s'est construit dans l'adversité. En revanche, Valence fait la mauvaise opération du jour car les Dromois se retrouvent avant-dernier, donc relégables. On va passer... j'ai un petit un peu d'écho. Donc on va passer à l'autre match. C'est Gonfreville qui s'incline à Istres. Donc Istres qui essaye de remonter un peu au classement grâce à cette belle victoire 22-20. Ouais, Istres gagne son premier match de l'année contre Gonfreville, mais non sans mal. Hein. On peut dire que les spectateurs de la patinoire d'Istres ont assisté à un match complètement fou. En effet, les Provençaux se voient mener 9-1 à la 15e minute. Donc Gonfreville a très bien entamé ce match. Puis, suite à un changement de gardien, Bonnefoy remplaçant l'Allemand Bauer, Istres inflige un 15-2 en pratiquement une demi-heure de jeu. Et on se retrouve donc maintenant à la 42e minute avec un score de 17-11 à l'avantage des joueurs de Christophe Mazel. Donc à ce moment-là, tout le monde pense que le match était plié. Et non, que nenni, les spectateurs ont eu droit à un final à suspense, puisque à 1 minute 30 de la fin, les Normands n'avaient plus qu'un petit but de retard. Bonnefoy, auteur de 45 minutes de très haut niveau avec plus de 53% d'arrêt, fait l'arrêt décisif et valide la victoire des locaux. Gonfreville reste lanterne rouge à la suite de cette première journée du championnat. Ouais, pourtant ça joue pas grand-chose, ça joue pas trop mal cette équipe de Gonfreville. Et puis le dernier match, c'est Sebure, pareil, qui en fout une belle à Angers, 31-22.
beau sursaut d'orgueil de l'avant-dernier, qui n'est plus d'ailleurs, Saumur. Ouais, effectivement, Semur s'impose sur Angers, commence aussi bien l'année qu'il l'avait terminée, puisqu'on rappelle qu'ils étaient quand même sur une bonne dynamique. La première mi-temps fut équilibrée, même si au final Semur bascule avec 3 buts d'avance à la pause, 14-11. Il aura tout de même fallu plus de 7 minutes de jeu avant que Massira Sakho inscrive le premier but pour son équipe. La deuxième mi-temps a une nouvelle fois vu l'arrière droit bourguignon se mettre en valeur. Mais le portier de Semur, Benkala, a aussi été déterminant dans la victoire des siens avec 17 arrêts. Il a notamment mis en échec les tireurs longue distance d'Angers, Bouchta, Enko. Du coup, Semur prend le large et compte 9 buts d'avance à la fin du match, 31-22. La petite remarque de Thierry Vamillier à la suite de ce match, et il a dit que c'était sans doute leur meilleur match depuis le début de la saison, un match référence pour les Bourguignons. Alors, on va faire un petit point au classement, et puis on va parler aussi de deux équipes, Gonfreville-Vernon, parce que Benoît va nous annoncer une petite nouvelle. Je ne sais pas si tu es au courant, Sébastien, justement, tu vas sûrement y être, mais je te laisse faire un petit point classement. Alors Nîmes reste premier et prend même de l'avance sur Mulhouse qui ne gagne toujours pas mais garde sa deuxième place parce que derrière ça gagne pas non plus. Donc Dijon troisième, 31 points. Ensuite on a deux équipes qui se tiennent, donc Massy et Chartres quatrième et cinquième avec 30 points. Ensuite c'est très serré entre Ponto et Angers qui se tiennent en un point, donc Ponto, Istres, Vernon, Angers. Et puis derrière, quelques équipes qui sont un petit peu plus à la ramasse. On a Nancy, Besançon avec 25 points qui vont essayer de remonter dans le classement sur les prochaines journées. Et ensuite, Semur qui a réussi à se sortir de la zone rouge. Et Valence et Gonfreville qui ferment la marche. Gonfreville, lanterne rouge avec 22 points. Alors justement, Benoît, Gonfreville, Vernon, tu voulais nous en parler. Gonfreville-Vernon, un match qui va se jouer à Rouen. Dans leur grande salle, donc Rouen est à peu près à égale distance de Gonfreville et de Vernon, et pour ce grand derby normand, Andé a la primeur d'être on va dire de couvrir l'événement, et donc on va être sur le terrain pour tout ce qui va être commentaire du match, analyse, réaction sur le terrain. Donc je pense que ça va être un bel événement et quelque chose d'important pour la visibilité et toute l'ampleur que peut prendre Andé. Donc c'est une très bonne nouvelle. À la Kinder Arena. Voilà. On en parlait la semaine dernière, et effectivement on aura le privilège de commenter en direct ce derby au Normand, et donc voilà, c'est le 15 février et ça sera le premier match que Andé aura la primeur de commenter. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, et on remercie Margot Blin de nous avoir contactés et puis de mettre tout en place pour qu'on puisse vous faire vivre dans les meilleures conditions possibles ce live, ce direct commenté avec des interviews pendant les matchs, après le match, à la mi-temps. Donc voilà, toute l'équipe d'Andé se déplacera du côté de Rouen pour vous faire vivre cette belle affiche. Donc écoute, je pense qu'il manque quelques petits trucs, notamment le set de la Pro D2, le retour du set de la Pro D2, Sébastien. Ouais, effectivement, donc cette semaine sont récompensés sur le poste de l'ailier gauche Yvain Gérard qui a totalisé 10 buts, l'ailier gauche de Vernon. L'arrière gauche de Massy qui nous a fait très mal, qui a évolué d'ailleurs sur les deux postes, mais plus sur le poste d'arrière gauche, Maté Alas, le Hongrois, qui a réalisé 8 sur 10. Sur le poste de demi-centre, le jeune Nicolas Zeins de Nîmes qui fait de très bonnes prestations avec un joli 6 sur 10. L'arrière droit, un petit nouveau dans le set, c'est Massira Sakho, un ancien pensionnaire de Ponto et de Tremblay, qui a mis 8 buts dans la victoire 31-22 de Semur contre Angers. À l'aile droite, il n'a pas permis à son équipe de l'emporter, mais Chapuis a réalisé 8 sur 11 pour Valence. Au poste de pivot, lui non plus n'a pas réussi à empêcher la défaite de son équipe Dijon, mais il réalise un sans faute 6 sur 6. Et enfin, dans la cage, ça s'est joué entre Benkala et Bonnefoy. Benkala a fait plus d'arrêts, mais Bonnefoy a fait 53% d'arrêts et son équipe n'a pris que 20 buts. Donc c'est Bonnefoy qui finit meilleur gardien qui est dans le set de la semaine. Pardon.
Et ben Voilà. ça nous fait une belle petite équipe. On n'a pas parlé des matchs qui se joueront la semaine prochaine. Alors Dijon-Chartres, ça va être aussi un beau match, mais Ouais. il y en a Bah, d'autres. Dijon-Chartres, disons un duel de perdants, hein, donc un duel de revanchard, un petit avantage pour Dijon qui reçoit. Ensuite, on a Mulhouse-Besançon, donc on va enfin savoir si Mulhouse sera maître chez lui, puisqu'ils ont perdu leurs 3 derniers matchs à domicile. Nancy-Vernon, Vernon va-t-il confirmer le fait qu'ils se sentent mieux en allant à l'extérieur l'emporter? Ponto-Nîmes, donc on peut se demander si Ponto va une fois de plus être héroïque dans ces situations difficiles, même si là ça va être encore plus difficile puisque c'est les leaders qui viennent chez eux. Gonfreville-Valence, bon, ça sent la poudre. Duel de relégable, les 2 derniers qui s'affrontent, donc je pense que les baïonnettes vont être de sortie. Angers-Istres, la revanche, puisqu'on se souvient que Angers était allé l'emporter à Istres en début de saison assez largement. Et puis enfin, Massy et Mur, à l'inverse de Dijon-Chartres, c'est un duel de vainqueurs. Et ça risque d'être un beau match, puisque c'est 2 équipes qui marchent bien en ce moment. Donc voilà, à ne pas oublier, 15e journée de Pro D2, ça jouera samedi également, je crois, hein. Ouais, c'est ça. Alors, forcément, on a fait une grosse page équipe de France. Il est 21h30. On a peut-être 2 minutes un peu à te demander ton avis justement sur cette équipe de France qui a battu l'Islande et qui se retrouve en quart de finale sûrement face à la Croatie. Alors, tout le monde dans l'équipe, hein, que ce soit Mika, Benoît, Stan, est optimiste. Est-ce que toi, tu l'es aussi? Oui, en tous les cas, oui, je le suis, même si je pense que ça va être quand même très très compliqué. Je suis optimiste parce que c'est une équipe qui a encore des ressources. Là, ils l'ont emporté contre l'Islande avec pas la totalité des joueurs qui ont sorti le gros match, ce qui a été un peu le cas depuis le début du championnat du monde. Chacun à leur tour, ils ont un petit peu sorti les matchs, mis à part les ailiers gauche qui ont tous les deux été performants en même temps. Donc je pense qu'on a un réservoir de performance, disons, si on peut dire comme ça, qui est encore bon. Il va falloir le sortir contre la Croatie. C'est notre adversaire de toujours. Donc s'ils le sortent pas là, ils le sortiront plus. Et de toute façon, ça sera terminé. Mais bon, contre l'Islande, ça a été dur. Mais bon, c'est un 8e de finale. On est loin encore du but. Et on sait que cette équipe de France devient redoutable quand les demi-finales approchent. Donc on n'est plus qu'à une marche des demi-finales. Et on espère tous qu'on y sera. Ouais, on espère tous et on verra justement mercredi face à la Croatie. Écoutez, on a fait encore une excellente émission. On n'a pas eu d'experts. Alors pourquoi? Pour la bonne raison, ils avaient 4 heures de route à Saragosse, donc l'entraînement a été repoussé et ils s'entraînent. Ça se trouve, ils sont même encore en train de s'entraîner, hein, Benoît. Je crois que tu as plus d'infos que moi là-dessus. Ouais, en fait, ils avaient le déplacement donc pour Saragosse. Ensuite, ils étaient en conférence de presse suite au déplacement, et après ils avaient le créneau dans la soirée pour faire un entraînement, un petit décrassage du match et du voyage qu'ils avaient dans les pattes. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir un de nos experts en direct. Hélas. Donc voilà, ça sera partie remise. On espère recevoir les néo-champions du monde lundi prochain. Hein, voilà, on le saura. Un petit dédicace à Toff qui est sur le chat, peut-être, Benoît, que tu connais très bien. Bien sûr, un ancien pensionnaire de Tremblay qui s'est pris au jeu et qui apparemment nous suit fréquemment. Donc je l'embrasse, mon Toto. Et qui est voyageur. On veut un nom. Christophe Orjas. Voilà, c'est fait. Donc pour pas le citer, donc voilà, on va clôturer cette émission, retrouver les interviews qu'on vous a passées pendant l'émission de Lucas Ballot, etc. Là dans 30 secondes, le podcast de l'émission avec notamment la page Pro D2 de Sébastien Mangin et puis la spéciale mondiale également dès demain sur le site, l'interview de Benoît Perabou, je vous le rappelle, et c'était un peu l'info de la soirée qui annonce qu'il ne sera plus Tremblaisien l'année prochaine. Donc l'interview sera en intégralité sur le site. Voilà, bonne émission en perspective. Je remercie Stan qu'on retrouve mercredi pour Liberté pour les auditeurs. Si tu nous donnes le programme, mon petit ami.
Ouais, mais donc mercredi, première partie, nous recevrons Loda et Josefa Guidicelli, hein, les membres actifs, hein, on peut dire même les créateurs du collectif du 5 mai, hein, pour le drame de Furiani, pour ceux qui connaissent. Donc il y a eu la FFF et tout ça a pris des décisions, ça ne leur convient pas, donc ils vont venir nous en parler à l'antenne. Et en deuxième partie, nous nous intéresserons au site Oville Lumière, un site du PSG, donc un ancien supporter. Donc on va s'intéresser à son parcours en tant que supporter et jusqu'à son site. Voilà. Alors Michael Illes, pareil, on te remercie, toujours en phase de reprise avec Aix. On se dit à lundi prochain, Mika. Avec plaisir. Et À lundi. Tout simplement. Benoît Perabou, pareil, hein, en reprise avec Tremblay. Et puis on essaiera de vous faire une excellente émission la semaine prochaine, encore une fois, Benoît. Exactement, donc je tenais à m'excuser auprès de Sébastien de ne pas lui avoir appris de manière un peu plus confidentielle. Mais en étant plus sérieux, j'ai une très bonne nouvelle puisque là on est en train de travailler avec un développeur et on est bientôt sur le point de pouvoir être écouté sur iPhone et tablette. Donc dans la continuité de notre développement, je pense que c'est vraiment une très très bonne chose. Donc si on peut avoir tous les smartphones sur lesquels on puisse nous écouter, ça peut donner encore une plus grande ampleur à notre web radio. Donc c'est très bien. Je suis très content de cette nouvelle que je viens d'apprendre à l'instant. Donc très 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 bonne nouvelle. Bonne longue vie à RTS. Exactement, et on remerciera ce développeur justement en bénévole, faut le rappeler aussi, pas mal. Cyril Andrieux. Voilà, Cyril Andrieux. Pas mal de personnes nous aident autour de cette radio, tout comme Sébastien Mangin qui nous donne régulièrement, tous les lundis d'ailleurs, son avis de spécialiste de la Pro D2, ce qui a sûrement donné envie à Gonfreville-Vernon d'être commenté par André d'ailleurs. Merci Sébastien d'avoir été avec nous, bonne chance pour ton prochain match et au plaisir de te retrouver le lundi. Ça marche, à lundi